prends la parole une minute. Merci Denis, merci Benjamin. On est super content aujourd'hui donc de vous accueillir pour ce talk et cette présentation de Vue.js. Et comme on vous invite, c'est la moindre des choses qu'on se présente. Et j'ai pris le lead là pour vous présenter en quelques mots UNUP, la société qui organise cet événement. Voilà, on est une entreprise donc spécialisée dans le conseil informatique. On accompagne nos clients sur toute la phase de production de leurs projets, de leurs projets de dev, donc de l'expression de besoin jusqu'à la mise en prod, voire la maintenance. Et donc nous, on couvre 3 activités chez UNUP. D'ailleurs, c'est notre baseline, design, build et testing. Donc on a une activité de design où on va accompagner nos clients dans la conception fonctionnelle ainsi que la partie UX/UI. On a aussi une activité de build qui est le gros de notre travail et c'est notamment dans cette activité de build que sévissent Benjamin et Denis. Donc là, on va avoir des équipes de développeurs, de lead développeurs, de DevOps qui vont nous produire le logiciel de nos clients et puis enfin une activité de testing. On a des automaticiens et des testeurs fonctionnels. Donc voilà, UNUP, c'est ça, c'est une boîte de conseil en informatique basée à Nantes. Récemment aussi, on a monté une agence à Rennes. On est une petite centaine de personnes au service de nos clients et au service aussi de nos consultants parce que le kiff aussi, c'est que nos consultants soient épanouis. Et donc, on apporte on va dire, deux promesses, deux propositions de valeur. La première, c'est de dire à nos consultants qu'ils ont le choix de leur mission. Ça, c'est super important. On a pris le parti, nous, de dire que vous avez tous les avantages d'un freelance chez nous, avec tous les avantages du salariat. Vous êtes salarié, vous avez tous les avantages, mais par contre, vous avez le choix de la mission. Et puis la deuxième proposition de valeur, c'est qu'on construit l'entreprise ensemble. Voilà. Donc moi, je dirige l'entreprise avec mon associé Carole, mais en fait, on co-construit l'entreprise à tous, à la petite centaine de collabs, avec des réunions d'intelligence collective et des rétrospectives. Voilà, en quelques mots, UNUP, si vous avez des questions, vous posez aussi dans le chat. Pareil, si ce n'est pas moi, Denis ou Benjamin, qui sont des ambassadeurs de l'entreprise, vous répondront avec plaisir. Et puis maintenant que j'ai pitché la boîte et que vous la connaissez un petit peu plus, je vais laisser la parole à nos 2 acolytes pour nous présenter ce talk. Et je vous souhaite de passer un très bon moment. Merci Pierre-Marie. Avec plaisir. Merci. Du coup, on va commencer. Alors, avant de rentrer dans le sujet, vous pouvez avoir pendant le talk des questions. Alors, nous, on va vous demander plutôt de couper les micros. Ce sera plus simple pour respecter le timeboxing, etc. Si vous avez des questions, vous pouvez les noter quelque part ou dans la conversation Teams et on prendra un temps à la fin pour y répondre et évidemment échanger avec vous. Du coup, un peu pour introduire le sujet, on n'est pas là ici pour avoir une formation Vue.js. Le talk s'appelle Hunter the Vue.js et donc le but c'est de découvrir Vue.js. C'est aussi de se donner une bonne idée de ce que c'est, mais aussi de ce que ça va devenir. Et du coup, ça peut être un bon talk pour se lancer avec Vue plus tard. Voilà. Donc on va survoler des concepts, on va parler de l'écosystème de Vue, on va parler du passé, on va parler du futur, mais on ne va pas vous présenter le truc hyper touchy de l'API machin au sein de Vue.js. Du coup, nous, si j'arrive à passer au slide suivant, c'est parfait. Alors, moi, je m'appelle Denis Souron, je suis front-end développeur. Bon, en vrai, je suis full stack développeur, mais dernièrement, je fais tellement de front-end qu'il manque un R dans front-end développeur. Je suis ambassadeur aussi d'UNUP et j'anime avec Benjamin, qui est juste à côté de moi, qui est aussi front-end développeur et ambassadeur. Donc, Pierre-Marie vous a déjà parlé de l'entreprise dans laquelle nous travaillons, qui est UNUP. On a aussi une activité parallèle où on fait un podcast qui s'appelle Front-End Chronicles. Il y a un R cette fois-ci. Un podcast front-end. Alors, on a fait 5 épisodes, il me semble, sur différents sujets, TypeScript, Angular, Vue, etc. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez taper Front-End Chronicles sur Google ou sur LinkedIn. Vous nous trouverez très facilement. Et je vais passer la parole à Benjamin qui va nous parler des débuts de Vue.js. Exactement, et en l'occurrence de la genèse de Vue.js. Alors, pour attaquer un petit peu cette genèse, on va être obligé de parler de son créateur qui est Evan New.
Alors, Evan You, depuis tout jeune, en fait, il est fan d'interface graphique et d'interface utilisateur. Et pendant ses études, il va s'amuser à faire des Chrome Experiments. Alors, pour information, des Chrome Experiments, en fait, c'est une showroom d'expérience et d'expérimentation web propulsée par Google et communautaire. Et ces talents vont être repérés par Google à tel point qu'ils vont lui proposer en fait un job à sa sortie d'études. Donc, rendu à sa sortie d'études, Evan You intègre Google et il intègre en particulier l'équipe d'un feu projet, si je peux m'exprimer comme ça, qui est toujours maintenu actuellement, hein, qui est AngularJS. Alors, c'est le coup de foot pour Evan parce qu'en en fait, il va vraiment adorer une partie du projet, la partie directive de ce framework, mais il ne va pas aimer le reste. Et donc, il va utiliser de son temps libre pour pouvoir en fait travailler un petit peu de son côté sur une librairie, où il va manipuler un petit peu une couche de vue pour un projet, pour ses projets perso, en associant des directives avec des composants. Et c'est à ce moment-là que Vue.js est né. Alors, pas vraiment finalement, parce que ce petit projet s'appelle pas encore Vue.js, il s'appelle seed.js. Et au moment où il souhaite l'open sourcer, le pousser sur le repo npm, seed.js est déjà pris. Le nom est déjà pris. Donc il va entreprendre un petit peu de trouver un nom qui lui plaît, mais qui est aussi très évocateur pour son projet. Il a d'abord pensé à Vue, V-I-E-W en anglais, mais il trouvait ça un peu trop littéral. Alors il va s'amuser à le traduire dans d'autres langues. Et je pense que vous l'avez déjà un petit peu deviné, c'est le mot VUE en français qui va être choisi pour sa librairie. Et là, véritablement, Vue.js est né. Si je dois résumer ce que cherche à faire Evan You, c'est de prendre la partie qu'il aime beaucoup dans Angular pour construire quelque chose de vraiment léger. AngularJS, hein, on précise. Oui, mais dans sa déclaration, c'était vraiment Angular, donc Ouais. c'est vrai qu'après ça change. C'est un peu tendancieux. Super. On va faire une petite rétrospective en fait de l'évolution de Vue.js depuis sa première entre guillemets version. Alors aujourd'hui, j'ai de la chance que toutes les releases, en tout cas majeures et mineures, tiennent sur un seul slide. Je ne suis pas certain que dans un futur, ça sera possible. Donc on peut voir que la première version de Vue.js, la 0.6, est sortie le 8 décembre 2013, donc il y a plus ou moins un peu moins de 8 ans, et que à chaque version, à partir de la 0.9, il va mettre un point d'honneur à associer son numéro de release à un nom de manga, parce qu'il est très très fan de manga. Et l'une des dernières grosses versions, qui est la 3.0, s'appelle donc One Piece. On peut remarquer également que début juin, il y a une nouvelle version mineure cette fois-ci, plus tôt. Et donc nous, ce qui nous intéresse principalement, ça va être, quand on regarde un petit peu la rétrospective du projet Vue.js, ce sont les versions, on va dire, majeures, même si la 0.6 est plus une version mineure, c'est quand même la première version. Et là, du coup, c'est un aperçu un petit peu du site web de Vue.js, de Vue 3. Vue.js, aujourd'hui, quand vous bootstrappez un projet sur Vue.js, c'est toujours Vue 2 qui est par défaut. Parce qu'il y a quand même quelques mécaniques qui ne sont pas encore prêtes, même si le processus de migration de V2 à V3, c'était ça qui empêchait le fait que le bootstrap soit par défaut. Mais sur ce site web, vous allez avoir de la documentation et plein de petits guides pratiques et très complets pour comprendre un petit peu le framework et comment ça se passe. Mais concrètement, qu'est-ce que c'est que Vue.js? Alors, on va enfoncer peut-être des portes ouvertes, parce que vous l'avez peut-être deviné par rapport au discours que je viens de tenir. Mais Vue.js, c'est en fait un view layer, une couche de vue, où on va lui associer des librairies optionnelles. Et c'est cet ensemble-là qu'on va appeler un framework. Voilà. Alors après, c'est aussi une discussion de nomenclature.
Vous allez sans doute entendre des personnes dire oh, librairie ou même nous, hein, librairie Vue.js ou framework Vue.js. En fait, ce qui va dépendre, ça va être son utilisation et son contexte d'utilisation. Ici, on va avoir, si vous utilisez uniquement la partie composant avec directive, oui, vous utilisez une librairie. Par contre, si vous allez utiliser, on va le voir tout à l'heure, quelques librairies optionnelles, là, vous rentrez dans le cadre d'un framework, un peu comme on pourrait le voir sur Angular. Passons maintenant au concept clé. Et on va attaquer par la philosophie de Vue.js. Alors, cette philosophie, ici, elle est représentée sous forme d'oignon avec plusieurs couches de différentes fonctionnalités. Et ce qui est intéressant avec Vue.js, c'est qu'on n'a pas besoin d'apprendre la stack complète. Vue.js est dit comme un framework dit progressif. C'est-à-dire que si vous avez besoin uniquement de la partie de composants, dit de, on va dire vulgairement de clic bouton avec un événement, vous avez juste besoin de prendre la première brique de Vue.js qui va se dérouler voilà, dans la partie core, declarative rendering et component system. Il est dit aussi inclusif parce que, on va pas se le cacher, il va prendre les bonnes idées des copains, des autres frameworks. Par exemple, en Vue.js, on a la possibilité d'avoir des fonctions de rendu, un peu à l'image de React, et on a même la possibilité d'avoir du JSX dans Vue.js. Voilà, donc il est progressif et inclusif. Inclusif aussi au niveau des développeurs, parce que les développeurs, quand ils arrivent sur Vue.js, vous allez le voir un petit peu tout à l'heure avec les syntaxes, on n'est pas forcément perdu si on a un peu cette notion de framework composant. Alors, on va explorer un tout petit peu les couches. Si on souhaite, par exemple, avoir une couche de routing, on va avoir une librairie officielle, entre guillemets, qui est dans le gros package, entre guillemets, de l'équipe qui développe Vue.js, qui va être Vue Routing. Mais encore une fois, vous n'êtes pas obligé de l'utiliser et vous pouvez même utiliser une autre librairie. On va avoir, par exemple, pour le state management, on nous propose Vuex, mais on peut très bien prendre du Redux ou rien prendre du tout. On est encore une fois, on compose finalement ces couches de framework. Si on veut atteindre la couche de build system, on va avoir par exemple un CLI pour pouvoir construire un petit peu son architecture de projet, ses composants avec un CLI. Et enfin, par exemple, sur la dernière couche, on peut très bien avoir Vue SSR pour le server-side rendering. Sachant que toutes les étapes précédentes ne sont pas nécessaires, hein. On peut mettre un CLI sans avoir Vuex, bien sûr, hein. On compose comme on veut, en fait, hein. Passons maintenant à ce qu'on appelle le fast prototyping. Et vous allez voir juste après dans l'exemple pourquoi on appelle ça. On appelle ça comme ça. Donc au niveau de l'installation, pour installer Vue.js, vous avez le choix de le télécharger directement sur le site web. Vous pouvez également l'installer sur NPM, ça je pense que vous l'avez deviné. Et moi, c'est ce qui m'a étonné au premier abord, c'est qu'on peut aussi l'utiliser en tant que CDN. C'est-à-dire que vous allez pouvoir le poser directement sur votre page web. Là, je prends l'exemple d'un projet Legacy qui fait en jQuery, par exemple. Vous allez pouvoir ajouter directement Vue et sélectionner quelques portions de page, remplacer jQuery et utiliser du Vue dans votre page. Voilà, on va le voir avec les exemples juste après. Donc si on parle par exemple de declarative rendering, donc ici on va avoir sur notre page HTML une div tout simplement avec un ID counter qui va avoir en texte counter 2 points et on va essayer d'interpoler une variable qui s'appelle counter. Dans notre fichier .vue, on va avoir un objet en const qui s'appelle counter également, mais cet objet va avoir un attribut sous forme de fonction qui va retourner de la donnée avec un counter à 0. Et pour créer très simplement une application Vue, il suffit de faire un Vue.create counter de notre objet et faire un point .mount avec l'ID de notre HTML que l'on a défini juste au-dessus. Et juste en faisant ça, vous venez de créer une application Vue et vous venez de binder votre élément HTML counter avec votre donnée. Donc en fait, cet exemple-là, c'est juste pour vous montrer ce que je vous disais juste avant avec le CDN. On peut imaginer des parties legacy de code fait avec du jQuery et du HTML et justement pouvoir venir remplacer portion par portion en ajoutant un petit peu de vue avec du CDN. Si on parle par exemple de conditionals, là on va appliquer une directive de condition. Donc on a toujours notre système de div avec notre ID conditional.
on a un span avec un VIF. Donc le VIF, effectivement, c'est d'appliquer un comportement à notre span en fonction ici d'un booléen. Et ce booléen va être soit faux, pardon, soit vrai, et donc va soit afficher le span, soit la cacher. Pareil, on a notre point vue juste en dessous avec notre objet conditional qui a aussi une fonction de data qui va retourner le SYN à true. Donc là, en l'occurrence, on verra notre span. Et de la même façon que tout à l'heure, on crée une application ici en faisant create app conditional, mount, et on va monter directement sur notre ID. Et si je dois encore vous donner un autre exemple, pareil ici avec un autre type de directive, dans notre HTML, on va avoir toujours notre div avec un ID, list, et cette fois-ci, on va en fait, le V4 va nous permettre d'itérer grâce à une liste et de créer en fait des éléments HTML associés. Donc là, en l'occurrence, on va créer autant de Eli qu'il y a de to-do dans le to-do avec un S. Et on va aller interpoler de notre to-do cible le point texte. De la même façon, dans notre vue, on a encore, là je pense qu'au bout du troisième exemple, vous avez compris comment ça fonctionne un petit peu, notre objet liste avec notre fonction de data qui va nous retourner une liste de to-do. Et encore une fois, de la même façon, nous avons create app list qu'on monte sur le hashtag list. Alors, ces petits exemples, en fait, vous montrent qu'avec très peu de code, en fait, on peut déjà faire du Vue.js. On peut approcher Vue.js en faisant uniquement ce qu'on appelle le declarative rendering. Là, pour le moment, on n'a pas de système vraiment de composants, mais ça vous permet de montrer que, voilà, avec très peu de choses, on peut faire, on peut commencer à remplacer, par exemple, du jQuery. La lib est bien sûr beaucoup plus riche et justement, Denis va vous montrer un petit peu un projet très très simple où il y a, où il y a un composant. Yes. Alors du coup, on a fait une vidéo pour que ce soit plus simple à vous montrer. Donc du coup, je vais vous montrer un projet Vue.js. Donc il a été installé avec npm et on va voir juste un exemple avec quelques composants. Donc vous retrouvez habituellement, alors je ne sais pas si vous voyez ma souris, mais en tout cas vous pouvez retrouver le package JSON qui est un grand classique. Voilà, le index.html qui sera votre fichier HTML à la racine. Et ensuite, ça va être des choses assez basiques. Le main.js qui va contenir le démarrage de l'application, parce qu'on a une application qui contient des composants. Et après, app.vue, votre composant à la racine, etc., etc. Mais je vous propose qu'on avance pour regarder ce qui se passe dedans. Donc le package JSON, voilà, très simple, très peu de dépendances. On dépend de Vue et après on a quelques dépendances aussi pour une manière de construire l'application. Je ne rentre pas spécialement dans le détail ici. Et ensuite, eh ben, c'est très simple. On a une instruction start qui nous permet de démarrer un serveur de développement. On a une instruction dev aussi pour avoir un autre packager qu'on verra à la fin. Et il y a aussi une option de build où là, on construit directement notre build de production. Donc là, c'est très très simple. Il y a deux commandes en soi. Là, il y en a une troisième pour montrer un autre scénario, mais ce n'est pas très important. Mais voilà, il y a deux commandes. Une pour lancer un serveur de développement et une pour builder. Voilà. Donc, il n'y en a pas 150 comme on peut avoir avec d'autres frameworks où on se perd. Là, c'est très très simple. Enchaînons avec la suite. Donc, on va voir rapidement le index.html. Donc, dans le index.html, il y a juste un squelette, évidemment. Donc, là, on fait une application single page en JavaScript. Donc, ça veut dire que tout le HTML qu'on va injecter dans la page vient du JavaScript. Et donc là, on a un squelette, c'est tout. Et en fait, du coup, ce que vous montrait Benjamin juste avant avec le point mount, etc., en fait, là, on ancre l'application sur entre guillemets, un point de montage. Où est-ce qu'on l'attache, en fait? Et donc, du coup, c'est pour ça que généralement, on utilise un identifiant HTML parce que ça a plein de propriétés intéressantes. C'est unique dans la page, etc. Donc, du coup, on construit notre application et on la branche sur l'identifiant app. Yes, et évidemment, on apporte le script de lecture le script qui contient le démarrage de l'appli. Donc ici, on retrouve le truc classique, donc création de l'application et le point de montage. Et après, au niveau d'un composant, donc là, je vais mettre pause,
Ici, on a une vue qu'on n'a pas présentée tout à l'heure dans le declarative rendering, mais là, en fait, ici, on a ce qu'on appelle les fichiers qui contiennent des composants. Donc, c'est single file component, où en gros, on va avoir une partie HTML tout en haut, qui est décrit entre balises template, une partie script qui sera vraiment la logique, donc l'aspect comportemental, le behavior, et en dessous, optionnel aussi, on a la partie style si on a besoin d'en mettre. Hop. Et donc ici, on a juste une application qui s'appelle app, qui va importer un autre composant. Et dans son template, il va avoir une image et ensuite appeler un sous-composant. Et donc par la suite, on peut aller voir un sous-composant qui, lui, a ses propriétés qu'on peut lui passer en paramètres, son comportement. Voilà, si je clique sur le bouton, ça incrémente, etc. Et donc là, on va lancer l'application de la manière la plus simple qui est possible, npm start. On va aller la consulter. Et ensuite, on se retrouve avec notre image et en dessous, notre composant Hello World qui contient un compteur. Et quand on clique sur le bouton, ça incrémente. Bon, là, c'est un exemple très très simple. Vous pouvez avoir le même sur le site. Mais on voit déjà des features intéressantes. Et cette feature intéressante, c'est notamment le Hot Module Replacement. On va pouvoir changer à chaud des éléments de notre application et sans rebuild une mini partie rebuild, mais sans recharger toute la page, et on va avoir un remplacement du comportement. Et notamment, on peut le voir ici. Donc, on est en train de le modifier. Vous allez voir, en fait, ça va se modifier sans jamais avoir d'éléments de rechargement au niveau du navigateur. Je vous le remets très très rapidement. Ici, on n'a pas enregistré. On enregistre. Et ici, ça se met à jour et il n'y a pas eu un seul refresh au niveau de la page. Donc ça, c'est une feature assez cool. Et en plus, dans la console, alors là, je ne le vois pas parce que j'ai le petit truc qui est dessus, la petite barre de contrôle, mais c'est marqué que vous utilisez le Hot Module Replacement, etc. Donc voilà, un exemple très très simple pour les composants. Et puis voilà, on ne rentre pas dans l'architecture, etc. Comme on le disait en introduction, on n'est pas là pour vous apprendre à coder en Vue.js, on est juste là pour vous faire découvrir un peu comment ça s'articule. Alors, pour les composants, en fait, il y a aujourd'hui 2 API qui nous permettent d'écrire des composants. En Vue 2, il n'y en avait qu'une seule. Jusqu'à Vue 2, il n'y en avait qu'une seule. Et à Vue 3, ils en ont rajouté une deuxième. Alors, une première API qui s'appelle l'Option API, qui est celle qui est la plus facile à apprendre, qui est celle qui est par défaut expliquée au début. Voilà, quand vous apprenez Vue.js, vous allez apprendre l'API Option. C'est une API qui va vous aider à structurer votre code. Et comment cette structure va venir? C'est parce qu'elle est très orientée sur le cycle de vie d'un composant. Voilà. Je ne rentre pas forcément dans le détail de l'architecture orientée composants, etc., des frameworks JavaScript, mais voilà, vous allez avoir un composant, vous avez une étape de création, vous avez une étape d'initialisation, vous avez toute la vie du composant, ses valeurs changent, etc. Et puis après, à la fin, vous avez une étape de destruction. Du coup, toutes ces étapes-là, en fait, ça va vous servir de point de repère dans la déclaration de votre composant. Donc vous allez dire, quand il se crée, il se passe ça, quand il s'initialise, il se passe ça, quand il y a des valeurs qui changent, il se passe ça, et évidemment, quand vous le détruisez, il se passe autre chose. Voilà. Donc ça, c'est un système qui est très simple, mais qui a aussi ses inconvénients. Et le principal inconvénient, c'est le scaling. Et c'est là, du coup, que vient l'API composition qui a été rajoutée dans Vue 3. Et en fait, c'est une API qui est concentrée sur la capacité de réutiliser des éléments, qui est donc plus intéressante pour le scaling et qui est orientée sur le comportement. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une organisation qui va se baser sur le cycle de vie de vos composants, vous allez avoir des morceaux fonctionnels indépendants. C'est-à-dire que si vous avez un composant qui fait différents traitements, la partie gestion d'erreurs, par exemple, on peut avoir des éléments au moment de la création, on peut avoir des éléments au moment de l'initialisation, on peut avoir, etc. Et en fait, toute votre gestion d'erreurs va être éclatée dans votre composant si vous faites de l'API option. Et ce que vous allez pouvoir faire avec l'API composition, c'est extraire toute cette gestion d'erreurs.
rajouter un niveau d'abstraction et dire la gestion d'erreurs dans sa globalité, c'est ça. Donc voilà, comment ça se crée, comment ça se détruit, etc. Et ensuite, vous allez faire pareil pour vos autres éléments. Et quand vous allez quand vous allez créer votre composant, vous allez dire, bah, j'utilise cette gestion d'erreur, j'utilise cette manière de gérer mon tableau, j'utilise cette manière d'utiliser mes cellules, et ensuite, ça se combine tout seul. Voilà. D'où le nom composition. On compose les éléments. Et donc ça permet d'avoir un scaling un peu meilleur parce que bah voilà, c'est isolé en termes de comportement et après chaque comportement lui définit le cycle de vie. Voilà, et donc ça aide à scale parce que c'est un gros problème qui a été remonté en Vue 2, c'est que Vue 2 a eu beaucoup de succès, beaucoup d'utilisation, il y a eu beaucoup de projets qui sont partis en prod en Vue 2 et il y a eu aussi beaucoup de douleurs avec les composants un peu plus costauds. Mais parlons un peu de routing. Alors là, j'ai mis un petit message. Est-ce que ça vous paraît familier? Alors, si vous avez fait, par exemple, de l'Angular, ça devrait vous parler. En gros, la déclaration, elle est à peu près pareille. On a une définition de route, donc on définit un chemin et on définit des composants qui sont associés. Donc là, sur la route slash, eh ben, je vais mettre le composant home. Voilà. Sur la route about, je vais mettre le composant about, etc. Et donc là, l'idée, c'est au départ, on avait juste un petit composant qu'on mettait sur notre point de route de montage. Et ben là, ensuite, on va dire, bah tiens, l'intérieur de notre application, elle va réagir en fonction du chemin que je suis en train d'aller. Du coup, on va changer les composants. Donc là, on rentre vraiment plus dans la notion de single page application. Donc j'ai une application, une seule, qui tient en une page, et après, son contenu bouge, les composants qui sont dedans bougent en fonction de l'URL et des navigations utilisateurs. Et bien sûr, on pense à la perf et au lazy loading. Donc là, c'est voilà, lazy loading, c'est la capacité d'extraire et de mettre dans un module à part un certain nombre de fonctionnalités et après d'être capable de le restituer uniquement quand on a besoin. Et donc là, par exemple, je peux mettre le contenu d'une page à part. Donc quand je suis sur l'accueil, eh ben, je n'ai pas le contenu des détails des utilisateurs, si je reprends l'exemple que vous avez devant vous. Et une fois que je navigue dessus, eh ben là, je vais charger les composants, les données, etc. Je vais rapatrier toutes les informations et je vais les afficher. Et toute cette logique de lazy loading, elle ne tombe pas de nulle part, elle utilise les imports de modules dynamiques, donc une feature JavaScript assez récente. Et je vais passer la parole à Benjamin pour parler un peu de state management. Exactement. Alors, hop. On va parler un petit peu donc de state management et on va reprendre une citation de Matt Carroll, qui est un ex de Flutter de Google. Alors Flutter, c'est un kit de développement logiciel d'interface utilisateur open source créé par Google. Et il connaît pas mal de problèmes avec les state management, dont ce qu'il dit dans cette citation, c'est que les débats ou débattre autour du state management, c'est en fait un exercice qui montre l'importance des mots et des définitions. C'est-à-dire que peut-être que par exemple Denis va avoir une définition différente de ce qu'est le state management par rapport à moi, l'idée que je m'en fais. Pour ça, là, on va reprendre un schéma très simpliste qui est disponible sur le site de Vue.js et on va essayer de vulgariser au maximum à quoi sert un state management ou en tout cas, qu'est-ce que ça fait. Donc là, on a trois grosses entités, trois grosses responsabilités qui vont être le view, les actions et le state. Et on va prendre un exemple très très simple d'un clic sur un bouton qui va venir incrémenter un compteur. Donc, on va être dans notre vue, on va vouloir cliquer sur notre bouton, donc on est dans notre view. Le clic sur le bouton va déclencher une action, et cette action, elle va consister à communiquer au state qu'on veut un +1 dans notre compteur. Et ensuite, ce que va faire le state, eh ben, il va se débrouiller pour renvoyer cette valeur-là, la valeur de tous nos clics, finalement, notre compteur, qui va mettre ensuite à jour
notre vue. Donc là, c'est de la vulgarisation à l'extrême. Et il y a également plein de notions comme de l'immutabilité des données. Donc là, c'est juste pour vous faire un petit récap de ce que c'est que le state management très simple. Et en Vue.js, vous avez le choix. Donc comme on en a parlé un tout petit peu tout à l'heure dans la philosophie, Vue va vous proposer une librairie de state management qui est Vuex, qui est une très grosse simplification, si je peux m'exprimer comme ça, une vision très simple de Redux. Mais vous pouvez du coup utiliser Redux, mais et là c'est un point de vue très personnel, hein, on se rappelle de ce qu'a dit l'ex de Flutter tout à l'heure. euh, Redux pour moi c'est sortir l'artillerie lourde en Vue.js. Mais vous pouvez utiliser Redux, mais vous pouvez utiliser n'importe quelle autre librairie. Vous êtes libre d'utiliser l'implémentation que vous voulez et l'implémentation que vous voulez de flux. Et grâce aussi à la composition API, vous pouvez très bien ne rien utiliser du tout. Tout à l'heure, Denis nous parlait que dans le Composition API, on avait aussi de la programmation par comportement. Et on peut très bien, de cette façon-là, réagir à des changements potentiellement d'état, et garder des informations localement dans notre composant. Je passe la main, du coup, sur TypeScript. Yes. Et du coup, dans les features quand même assez intéressantes, dans les concepts intéressants de Vue.js, il y a aussi le passage de TypeScript. Donc passage qui a été un peu mouvementé en Vue 2. Il y a eu aussi voilà, des débats d'opinion, comme pour le state management. Et TypeScript, bon, aujourd'hui, je pense que c'est pas forcément nécessaire de le représenter, mais c'est un outil qui est très puissant. Et autant en Vue 2, on avait la possibilité de faire en JavaScript ou en TypeScript. En Vue 3, on peut toujours le faire, mais tout a été réécrit en TypeScript. La nouvelle API composition, par exemple, elle est très très bien typée en TypeScript, donc c'est un vrai bonheur de l'utiliser. Et même si vous pouvez faire encore du JavaScript, il n'y a pas de souci pour faire en faisant du Vue 3. On sent quand même la tournure de se dire, OK, il est peut-être temps d'écrire intégralement nos codes front en TypeScript, dont le leitmotiv, hein, je le rappelle, qui est celui de Microsoft, hein, qui écrit TypeScript, c'est sécuriser la production de JavaScript. Voilà, donc dans tous les sens que ça peut vouloir dire de sécuriser. Donc ça, c'est plutôt cool que ce soit supporté à 100% et que ce soit pas des galères, qu'on ne soit pas en train de se batailler au moment de l'étape de build pour se dire, bah ok, on est en TypeScript, mais du coup, ça build pas pareil, et puis en prod, on peut avoir un souci. Non, là, c'est pleinement supporté, pleinement intégré, et donc du coup, là, c'est vraiment agréable. Et ensuite, on a plein de choses. On survole vite fait parce que on pourrait en parler pendant des heures. On a par exemple Téléport qui permet de sortir du DOM, donc sortir des éléments HTML pour les mettre à la racine. Donc l'exemple le plus flagrant, c'est une modale. Voilà. Parce qu'en fait, autrement, vous avez vu les composants, on les imbrique les uns dans les autres. Et puis en fait, la modale, autrement, ça devient compliqué d'appeler une modale qui est tout ailleurs, etc. On aimerait bien l'appeler à l'endroit où on a besoin. Et Téléport nous permet de faire ça, quoi. On le met vraiment à l'endroit où on a besoin. Et puis après, c'est Vue.js via Téléport qui se charge de déplacer, de mettre le DOM à des endroits intéressants. On a parlé au tout début aussi des render functions et notamment du JSX. Vous pouvez écrire vos fonctions de rendu si vous voulez. Vous pouvez générer de la 3D si vous voulez avec Vue. Enfin bon, là, c'est plus des gens un peu fous qui s'amusent à ça. Mais vous pouvez customiser votre manière de faire du rendu. Et ça, c'est vraiment, vraiment intéressant. Et notamment la partie JSX. Et comme on a dit TypeScript, évidemment, il y a du TSX aussi. Voilà, après, sinon, il y a Fragment qui permet de lever une contrainte qu'il y avait dans Vue 2, qui était que, en fait, un composant à la racine, il pouvait avoir qu'un seul nœud. Donc, je ne sais pas si je peux remonter sur les slides d'avant, mais hop, ici, en fait, si vous voyez, en fait, au niveau div ID list, en dessous, on pouvait avoir qu'un seul fils. Et si on en mettait deux,
en fait, il retrouvait plus ses billes. Donc, c'était pas terrible. Je reviens ici. Et après, bon, voilà, plein d'autres choses sympas, du SSR et des choses comme ça. Mais passons à l'aspect tooling, parce que là, on a expliqué un peu voilà, tout ce qui était contenu dans Vue.js et puis surtout dans la partie core, quoi, la partie principale. Mais qu'est-ce qui gravite autour? Et l'outil le plus important aujourd'hui quand on développe en JavaScript, c'est le CLI. C'est indispensable. Pourquoi? Parce que déjà on fait du TypeScript, donc on a une étape de transformation qui est obligatoire. On a une étape de bundle où on va réduire la taille du code qui est écrit versus le code qui va tourner en production et des choses comme ça. Donc un CLI en fait permet de s'affranchir aussi de toutes ces problématiques. C'est lui qui s'en occupe pour nous. Et là, c'est pareil, c'est de l'opinion là-dessus. Moi, je ne l'ai vraiment pas senti comme un clic qu'on est obligé de subir. C'est-à-dire qu'il est là, et puis si vous voulez un clic, vous utilisez celui-là et vous n'utilisez pas un autre. Là, je l'ai plutôt senti comme un outil vraiment top sur lequel, en fait, j'aimerais bien que les autres frameworks s'alignent, en fait. Et autant Vue a été en retard sur certains aspects, ou alors des fois, ils essayent de piquer des idées à gauche, à droite, autant leur CLI, en fait, il est vraiment génial. Pourquoi il est aussi bien? Parce que déjà, il intègre toutes les fonctionnalités basiques. Voilà, la capacité de scaffolding, TypeScript, comme je vous le disais, l'intégration de Babel, les tests unitaires, etc. On peut lancer des linters et des choses comme ça. Mais il fait des choses en plus. Et des choses en plus qui ne sont pas forcément partout et qui ne sont pas aussi simplement configurables. Parmi ça, il y a la notion de plugin. Donc là, il y a plein de plugins qui sont écrits par les équipes de Vue. Il y a aussi plein de plugins qui sont faits par d'autres personnes, par la communauté. C'est un framework assez communautaire, Vue.js. Et du coup, on a plein de choses intéressantes. Donc là, j'en ai montré certains, mais du coup, voilà, il y a plein de plugins qu'on peut installer, etc. Et surtout, il y a une interface utilisateur. Et là, vous allez me dire, ouais, mais un client, on n'en a pas forcément besoin. Oui, mais non, en fait, parce qu'il y a plein de choses que vous n'utilisez pas parce que vous ne l'avez pas sous la main. Et le jour où vous l'avez sous la main, en fait, vous vous rendez compte de la puissance que c'est. Et notamment, là, la capacité d'analyser le contenu de votre build directement. Vous n'êtes pas obligé de dire « Ah, je veux un build avec des paramètres qui va être capable d'extraire des statistiques et après, je vais prendre une autre librairie qui va être capable de lire mes statistiques pour ensuite produire un schéma. » Non. Là, vous buildez, vous avez un onglet Analyzer et il vous dit votre site, comment dire, il pèse tant, tel endroit c'est pas assez optimisé, tel endroit c'est bien optimisé. Cette librairie, c'est celle qui impacte le plus votre bundle, celle-là, c'est celle qui l'impacte le moins, etc. Donc ça, c'est vraiment magique. En fait, moi, jusque-là, j'ai pas trouvé d'équivalent en fait, ailleurs. Et pour le coup, c'est vraiment sympathique. Mais parlons d'un autre outil. Alors, je vous ai mis une fausse traduction, évidemment, un faux sigle, parce que l'outil s'appelle Vite. Donc, voilà. Evan-You est très inspiré par la langue française, comme vous pouvez le voir. Moi, je l'appelle Very Interesting Thing to Explore. Pourquoi? Parce qu'en fait, au début, c'est juste un POC, et en fait, c'est génial. Donc, c'est un outil de CLI aussi. Qui va nous permettre de faire du bundle de prod et surtout un serveur de développement qui est ultra rapide. Et pourquoi c'est intéressant? C'est parce que, en fait, là, je mets un slide, mais vous allez me dire, c'est une évidence. Mais quand je vous dis que l'environnement de dev, c'est pas celui de prod, c'est évident pour tout le monde. Mais pour autant, il y a plein de choses où, en fait, on s'amuse à faire en dev des choses qu'on a besoin que en prod. Pourquoi? Parce que, en fait, en développement, on a le dernier navigateur qu'on veut, on a des modules ECMAScript et on a du hot module replacement, par exemple. Et pourtant, avec tout ça, qu'est-ce qu'on en fait? On le met à la poubelle. Pourquoi on le met à la poubelle? Parce qu'on va utiliser
un bundler qui s'appelle Webpack ou Rollup et qui va faire tout ce qu'on voit là. C'est-à-dire qu'il va prendre vos modules, vos dépendances, etc. Et il va tout packager en un seul bloc et il va mettre ça dans des fichiers. Et, pardon. Et en fait, là, on a le même processus de build entre le mode de développement et le mode de prod. La seule différence, ça va être est-ce qu'on optimise ou pas le contenu des fichiers, etc. Est-ce qu'on investigue, est-ce qu'on les challenge, etc. Je vous demande juste 2 secondes, je vais boire un peu. Et donc, pourquoi c'est pas bien de faire ça? C'est très bien, hein, ça fonctionne, hein. Mais là, en fait, on crame du gaz pour quelque chose qu'on n'a pas besoin. Parce que, comme on l'a dit plus haut, on a des navigateurs récents. Et ce qui n'est pas forcément le cas de la prod, ou en tout cas, on n'a pas le contrôle sur toute la cible. Et donc, ce que va proposer Vite, c'est que lui, il va se baser sur les modules ECMAScript. Et donc, du coup, il va construire tout de suite notre serveur. Et donc, en fait, quand on démarre un serveur Vite, il est tout de suite démarré. Et c'est en moins d'1 seconde. Et peu importe la taille de notre appli. Pourquoi? Parce qu'en fait, notre appli contient des imports vers d'autres fichiers, etc. Et en fait, il va utiliser la puissance des modules ECMAScript pour faire des imports dynamiques. Et donc, tant qu'on n'a pas été sur la route, il n'a pas besoin de compiler, de charger le fichier, le composant, les infos qui sont associées. Et donc, du coup, là, le démarrage, il est instantané. On se balade très vite sur l'application. Et le rebuild, il est extrêmement rapide aussi. Parce qu'on n'a pas toute cette étape de transformation, d'agrégation, etc. Là, c'est les fichiers directement qui sont juste modifiés. Et donc, en fait, là, on a une gestion qui est très proche d'une intégration native qu'on peut se permettre parce qu'on est en environnement de dev. Et du coup, là, on profite pleinement des ES modules, donc des modules ECMAScript, pardon. Et du coup, c'est ultra rapide. Et là, vous allez me dire, OK, super, encore un autre outil. En plus, si vous connaissez un peu Evan You, vous savez qu'il aime bien proposer plein de choses. Voilà, il y a des choses qu'il propose qui sont vraiment très stables, voilà, comme Vue, et tout l'écosystème de Vue de manière générale. Mais il aime bien aussi tester des choses. Voilà, Vite, au départ, c'était quelque chose où il teste. On en verra d'autres aussi un peu plus tard, mais voilà, plein d'éléments où en fait, Evan You, on se rend compte qu'il aime bien tester les choses. Et là, on se dit, ouais, mais c'est bien, mais si je dois supporter un peu tous les caprices de Evan You ou tous ses essais, c'est bien, mais moi, j'en ai pas besoin quand je suis dans un milieu professionnel et dans lequel il faut produire de la valeur. C'est rigolo quand je suis chez moi en train de faire mon POC ou de faire mon petit site perso où je m'amuse, mais dans un environnement professionnel, c'est beaucoup plus dommageable. Et en fait, alors déjà, non, c'est pas un problème Vite pour plusieurs raisons. Le premier, c'est que vous n'êtes pas obligé de l'utiliser. Le deuxième, c'est que ça s'installe assez vite. C'est compatible que Vue 3 par contre, hein, mais ça s'installe assez vite. Et le dernier, l'avantage, c'est que Vite, ça doit intégrer, j'allais dire ça va, mais je n'ai pas encore de date, mais ça doit intégrer le Vue CLI. Et donc, du coup, ça veut dire que bientôt, ça sera transparent, toute cette étape et tout ce fonctionnement. Donc, après, si vous voulez l'essayer, si vous voulez un peu vous rendre compte de ça, vous pouvez l'utiliser. Si vous êtes un peu frileux ou juste que vous n'avez pas le temps parce que vous êtes dans un milieu professionnel, vous n'avez pas le temps de changer vos outils tous les 2 jours, vous pouvez continuer avec la configuration actuelle. Mais sachez que voilà, dans un avenir prochain, Vite va intégrer le Vue CLI et du coup, ça va être vraiment cool. Et je vais passer la parole à Benjamin qui va nous parler de l'écosystème de Vue. Exactement. Alors, il va sans doute y avoir de la redite un petit peu avec ce qu'on a dit précédemment, notamment toutes les libs qui sont intégrées entre guillemets dans l'écosystème, voilà, Vue. On va d'abord se pencher un petit peu sur ce que j'appelle les core libs et les projets, donc tout ce qui est en fait supporté officiellement par l'équipe de Vue. Donc le but, ça va être d'énumérer tout ça sans être exhaustif pour savoir un petit peu ce qui se passe autour. Alors, on va avoir Vue Router. Denis nous a montré un très bel exemple tout à l'heure.
On va avoir Vuex, j'en ai parlé un petit peu dans les state management. On va avoir du coup, Denis vient tout juste d'en parler, Vue CLI et Vite, et à terme uniquement Vue CLI. Ça, on n'en a pas parlé. Vue Test Utile va être une lib que vous allez pouvoir utiliser pour faire des tests unitaires sur vos composants Vue. Vous allez avoir également un DevTools intégrable dans votre navigateur qui va vous permettre de monitorer votre application, d'avoir tout un tas de graphes également sur vos analyses de package. Naturellement, vous allez avoir des plugins dans vos IDE pour pouvoir également toujours, encore une fois, vous aider dans votre productivité autour de Vue. Et également, dans les projets un petit peu associés à Vue, vous allez avoir VuePress et sa tendance vite avec VitePress, qui est en fait un générateur de sites statiques en Vue, qui va venir lire du Markdown, pardon. Et c'est principalement, en tout cas, j'ai vu utiliser pour créer de la documentation. Tous les sites officiels de Vue, voilà, tous les sites de documentation de ces projets-là, par exemple, sont écrits soit en VuePress, soit en VitePress, sachant que les deux, c'est identique, c'est juste le mode de compilation qui change. Exactement. Alors, aussi bizarre que ça puisse paraître, on peut avoir des frameworks au-dessus des frameworks. Et notamment l'un des plus connus qui est Nuxt.js, qui est au départ un projet français fait par deux frères de Bordeaux, qui ont donc open sourcé leur projet et qui ont créé à côté de ça ce Next.js Company. Et faut voir Nuxt en fait comme en gros un framework qui va vous proposer toute une liste de libs préétablis. Moi, j'ai une vision un petit peu à la Angular. Il va venir avec un package complet, en apportant aussi des fonctionnalités supplémentaires assez poussées, comme de la génération statique. Il va y avoir 3 modes: le mode single page application, le mode SSR et le mode de rendu de génération statique. On va également avoir Quasar, qui va se rapprocher un petit peu de Nuxt au niveau de cet outillage de framework, mais lui est plus clairement orienté UI en proposant une bibliothèque de composants également, mais quelques modes comme du server-side rendering et notamment de PWA. Et ensuite, on va avoir 3 frameworks UI. Vraiment, là, on va proposer des bibliothèques de composants. Moi, je vois plus ça comme un kit graphique de composants Vue. Et on va avoir notamment un des plus connus qui est Vuetify, qui va lui proposer des composants basés sur du material design. Design View également propose du material design. Et ça, encore une fois, c'est qu'une petite partie, et c'est l'une des parties les plus connues pour l'écosystème de Vue.js. Il y a un super repo sur GitHub qui s'appelle Vue.js, donc /AwesomeView, qui va faire vraiment une liste beaucoup plus exhaustive de projets très connus à des projets un peu moins connus, qui tournent vraiment autour de Vue.js. Et c'est très intéressant d'aller voir ça. Donc, je vous encourage à y faire un tour après la présentation. Et je repasse la parole à Denis pour savoir un petit peu ce que va nous réserver le futur de Vue.js. Et oui, pour le futur, parce qu'il y a déjà pas mal de choses, mais il y en a encore d'autres qui vont arriver. Alors, le premier, finalement, c'est pas tant que ça du futur. C'était Vue 3.1 qui est sorti le 7 juin, donc il y a un mois tout pile. Vue 3.1, pourquoi c'était intéressant? Parce que c'était axé sur les DevTools, la performance, mais aussi le build. Et ça intégrait une fonctionnalité qui était très attendue par les développeurs Vue. C'est la capacité de migrer de Vue 2 à Vue 3 tranquillement, quoi. Sans avoir d'adhérence et progressivement, en fait. De déconstruire notre application Vue 2 pour la passer en Vue 3 au fur et à mesure, quoi. Donc, du coup, c'était une fonctionnalité qui était très, très intéressante parce que bah, les changements entre Vue 2 et Vue 3 sont assez conséquents. Et donc, la possibilité de migrer petit à petit et morceau par morceau notre application a quand même beaucoup de valeur pour les projets qui ont une vocation à être maintenus
dans une durée qui est de l'ordre de la dizaine d'années. Voilà, sur les projets autrement qui ont une espérance de vie un peu plus faible, par définition, ça sera moins problématique parce que les gens resteront en Vue 2. Et donc, ça va encore, même aujourd'hui, ça va encore très vite parce qu'on est déjà à la version 3.1.4. Donc, en un mois, on a déjà fait 4 versions de hotfix. La suite, Nuxt 3, on a parlé de Nuxt juste avant. Nuxt 3, c'est très attendu aussi parce que en fait, Nuxt a eu un essor assez phénoménal et surtout en France parce que les créateurs en fait sont français comme on le disait. Et Nuxt 3 est très attendu parce qu'en fait, il y a des gens aujourd'hui et même des projets qui attendent Nuxt 3 pour migrer. Parce que en fait, Nuxt 2 ne supporte pas Vue 3 en fait. Ça suit un peu les versions, c'est-à-dire Nuxt 2 supporte Vue 2 et pas plus quoi. Et donc du coup, il y a plein de projets qui veulent faire du Vue 3, qui sont déjà formés là-dessus, etc. Mais qui sont en Nuxt 2 actuellement et qui attendent vraiment sur le pied de guerre Nuxt 3 pour démarrer, pour passer sur Vue 3 plutôt. Et voilà. Alors, initialement, la roadmap prévoyait une version en alpha sur le premier trimestre de cette année, une version bêta sur le deuxième trimestre. Je vous avouerai qu'on est le 7 juillet et qu'on n'a toujours pas eu la version bêta. Donc, voilà, il y a un peu de flou là-dessus, il y a un peu de retard. L'estimation, c'était que ça sortait en 2021. Donc là, vu le retard sur le début de la roadmap, on peut remettre ça en cause. Mais en tout cas, c'est fortement attendu et on sait que le staff de Nuxt travaille dessus énormément parce qu'ils savent qu'ils sont attendus aussi. Donc voilà, à surveiller, ça sortira, je l'espère, cette année. Le grand inconnu, c'est vite dans Vue CLI. C'est ce qui est, c'est souhaité, c'est ce que veut Evan You, et du coup, ça arrivera, mais quand ça a été aussi un peu retardé parce que au niveau de l'équipe Vue.js, ils travaillaient surtout sur la version 3.1 avant, qui intégrait la partie migration de Vue 2 vers Vue 3, qui était très très attendue. Et donc du coup, c'est pour ça que voilà, les side projects, alors ça dépend desquels, mais voilà, ils ont été un peu ralentis parce qu'il y avait aussi une nouvelle version de Vue Router, une nouvelle version de Vuex. En fait, tout l'écosystème avec Vue 3 a été un peu chamboulé. Et donc du coup, certains souhaits qui sont moins prioritaires, comme le fait que Vite intègre Vue CLI, sont un peu décalés dans le temps, quoi. Et enfin, je vous parlais avant des petites expérimentations de Evan You, qui aime bien toucher à pas mal de choses. Il a lancé une petite librairie qui s'appelle Petite Vue, qui pèse 6 KO à tout casser. Et en fait, en termes de fonctionnement, c'est assez proche de ce qui était fait dans Vue 1. Et du coup, là, on a un sous-ensemble de vues. Donc, juste la partie réactive, etc. Donc, un peu ce qu'on a présenté au tout début, je ne sais pas si vous vous souvenez, avec le declarative rendering, où en gros, voilà, c'est je prends un CDN qui contient 5 KO, 6 KO, et je le mets sur mon site. Et après, je peux déjà jouer avec pas mal de la réactivité de vue. Et donc, du coup, contrairement à d'autres librairies beaucoup plus obsolètes qui faisaient ça, type jQuery, etc. Là, c'est le jour et la nuit, quoi. Et voilà, donc là, c'est les expérimentations de Evan You qui testent des choses, etc. Et puis, ça se trouve, ça sera une sous-version de Vue.js qui sortira bientôt. On ne sait pas. Lui-même ne le sait pas, hein. Voilà. Ouais. Voilà. Non, mais même encore, pour vous dire, on le suit sur Twitter, et puis il y a 2 jours de ça, il était encore en train d'expérimenter des choses là-dessus. Donc, il a un esprit très créatif et voilà, il s'aventure dans plein de choses. Et en tout cas, il y a une base saine qui est Vue.js qui est très appréciable. Et puis après, le côté où il fourmille un peu partout, c'est un peu déroutant, mais en même temps, il teste plein de choses et ça lui permet aussi d'avoir du recul sur le reste, quoi. Faut voir ça comme du foisonnement. Exactement. Et c'est déjà la fin. C'est déjà la fin. Moi, ce que je voulais dire par rapport à Vue.js, c'est que globalement,
c'est un framework qui contient beaucoup de choses intéressantes. Alors, j'ai dit framework depuis le début. Pourquoi? Parce qu'on a fait un slide avant qui expliquait que c'était un framework progressif. Voilà. Donc, ne soyez pas choqués si vous pensez que c'est pas un framework. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de malaise. Du coup, pour moi, oui, je disais que c'était qui proposait beaucoup de choses intéressantes, qui viennent des autres, mais aussi d'eux-mêmes. Il y a d'autres choses encore plus intéressantes qui sont à venir. Et en fait, par rapport aux concurrents, en fait, moi, si je devais utiliser un qualificatif, je dirais que c'est un framework sexy, en fait. Il fait le job comme tous les autres, mais pourquoi vous prendriez Vue.js par rapport à un autre? Bah, moi, je le trouve assez sexy, en fait. Je sais pas ce que tu en penses, toi, Benjamin. Ouais, ultra plaisant à utiliser. Je vais aussi faire ma petite conclusion. Voilà, c'est un super framework en fait c'est ce que j'aime bien, c'est qu'il associe aussi plein de bonnes idées venant des collègues et des autres frameworks, pardon. Je le trouve vraiment puissant et abordable pour quelqu'un qui est néophyte et quelqu'un qui est plutôt expert, il peut vraiment s'amuser avec. Et moi, je peux que vous conseiller de l'essayer. Et si vous voulez continuer un petit peu l'expérience de cette présentation, on a sorti un podcast justement en format de découverte sur Vue.js avec Fontaine Chronicles, qui va vous permettre aussi de retrouver un petit peu ce qu'on a dit ici dans cette présentation, mais on a essayé d'explorer un petit peu ce qui était dit aussi lors de la dernière VueConf. Voilà pour nous. On est tout à fait disposé à entendre vos questions. Oui, on a vu que Lucas était un fan de Vue.js, hein. On t'a reconnu, Lucas. Ouais. On sait que tu l'aimes bien, ce framework. Allez-y, n'hésitez pas, soit par question directement dans le chat ou en prenant la parole. Il n'y a pas de problème. On a été plutôt clair, j'ai l'impression, Denis. Ouais. Et tu disais, Lucas, que Vue 3, ça a été annoncé officiellement en Q3 2021. Ah, les questions arrivent. Mais yes, on vient juste après aux questions. Mais en fait, c'est sorti un an avant. Yes. Alors, pour te répondre, Anthony, euh, il y a toujours en fait cette double API en Vue 3 parce que Evan la voyait comme complémentaire. Voilà. Alors après, effectivement, sur des gros composants, je ne vais pas te donner de vérité absolue sur ça. Ça va être vraiment contextuel en fait. Alors, les gros composants, ce sera toujours en composition si tu fais du Mm. Vue 3, ça c'est sûr. Parce que je vais pas te cacher que l'API, elle a été écrite pour ça. Après, là où on peut discuter, voire même débattre, en fait, Mm. c'est sur les petits composants. Et là, en fait, les deux principaux, moi je vais pas prendre position parce que c'est pas forcément hyper intéressant, mais les deux positions qui s'opposent, en tout cas, c'est l'uniformité et même l'utilisation, parce qu'en fait, du coup, les gens qui ont essayé Composition, globalement, ils sont assez satisfaits de Composition. Le support TypeScript est un peu plus complet aussi, voilà, il est très, très poussé. Et du coup, après, on a tous nos composants qui sont en composition, donc voilà, un aspect un peu d'uniformisation. Et en face, les gens qui vont plutôt défendre l'autre côté, ça va être plutôt le côté facilité d'approche et aussi l'aspect de, en fait, il n'y a pas que des gens qui font du Vue 3, il y en a aussi qui ont fait du Vue 1 ou Vue 2. Et en fait, pour eux, ça leur permet aussi de faire une transition un peu souple entre l'un et l'autre. Et voilà. Dans l'absolu, ce qu'il ne faut pas oublier aussi, c'est qu'au niveau de ton bundle, ça a assez peu d'impact d'utiliser l'un ou l'autre. Et, et si tu n'utilises pas d'API composition, en fait, ça partira même pas dans ton application finale. Donc voilà. Comme dit Lucas, ça dépend de l'utilisation. Et puis, ça dépend aussi un peu de tes convictions. Voilà. Pour les gros composants, je pense qu'il n'y a pas trop de débat. Par contre, pour les plus petits composants, c'est voilà, Ouais, moyennement complexe, quoi. Je pense ouais, que voilà, ce c'est serait ça. plus contextuel, effectivement. Voilà. Bien, pas de problème, Anthony. Pas de souci. Un des meilleurs avec Lucas. Après, de toute façon, de manière générale,
Sur les autres débats, j'aime pas forcément prendre position, mais sur le débat des frameworks front-end avec le trio de tête, moi, ma position, elle est très très simple, c'est réfléchissez à votre produit et réfléchissez à vos équipes de dev. Ouais. Voilà. La réponse, elle est là, elle n'est pas dans des GitHub Stars ou dans autre chose. Ouais. Alors Lucas, ouais, je vois que tu parles de Svelte aussi, qui est sympa pour les petits projets. Je suis d'accord. Alors, je t'avoue que moi, j'ai jamais mis les mains dans Svelte, hein. Par contre, j'ai vu plein de petites presses, plein d'études sur le sujet. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que Evan You, là, pas plus tard que hier ou avant-hier, il avait posté un tweet comme quoi il avait fait une petite étude comparant Vue et Svelte avec tout un tas de petits metrics jusqu'au bundler, bundle et ainsi de suite. Et sur justement, alors je sais plus effectivement, je ne suis pas intéressé à la base de code, est-ce que c'était moyennement complexe ou une petite application, mais on voyait que Vue était légèrement plus optimisé. Alors après, encore une fois, quand c'est Evan You qui fait ses petites études, même quand il compare les autres frameworks, on va dire qu'il prêche un peu dans sa paroisse. Ah, Donc, mais ouais. c'est quand même intéressant de regarder parce que voilà, il prend le temps quand même de faire des études comme ça sur d'autres frameworks. D'ailleurs, on peut le voir sur le site de Vue aussi, on peut voir des comparaisons avec du React, avec de l'Angular, et il essaye, avec des plus ou moins d'arguments, justement dire voilà, il y a ça qui est bien, il y a ça qui est bien, il y a ça qui est un peu moins bien dans tel framework. Même si voilà, faut pas perdre de vue justement que Evan You, c'est quand même le créateur de Vue.js et qu'il prône souvent, prêche en tout cas, dans sa paroisse. Voilà. Oui, mais après, c'est normal. Un aspect aussi qu'on n'a pas forcément trop parlé, j'en profite parce qu'il y a une passe où il y a un peu moins de questions, c'est au niveau du financement et tout ça, parce que du coup, on n'en a pas trop parlé. Mais pour voir un peu comment c'est financé, donc c'est un projet open source. Euh, Comment Evan You, lui, il vit? Eh ben, en fait, il vit avec alors, du crowdfunding. Voilà, il a un Patreon et voilà, donc, il vit des donations des gens qui ont envie voilà, de le remercier pour ce qu'il a fait, etc. Ou juste lui apporter des fonds pour continuer. Et c'est aussi backupé par des entreprises qui y voient un intérêt aussi de pousser dans le sens de Vue.js parce que c'est un framework, j'allais dire prometteur, mais en fait non, il n'a plus rien à prouver. Hein. Non, on le voit souvent comme un challenger aussi, même on va dire sur le marché, sur les bassins, les trucs comme ça, les projets. Les grandes entreprises connaissent déjà au moins de noms vus. C'est pas un framework ou une lib qui sort de je ne sais où. Voilà. Donc, effectivement, il n'a plus rien à prouver, plus peut-être de part de marché, mais je pense que le futur donnera raison à ça. Oui, oui, oui. Puis surtout, moi j'attendais beaucoup de Vue 3 parce que je savais que ça allait être réécrit en TypeScript, etc. Je trouve qu'on est encore dans une situation, même si ça avance, on est encore sur la phase de transition, quoi. Il y a des choses qui ont bougé. Voilà, Vue est passé en 3, Vuex, Router, ça a bougé aussi, etc. Mais voilà, ça fait ça fait un mois, c'est tout, qu'il y a la migration de Vue Oui. 2 vers Vue 3. Il y a des choses qui sont pas encore arrivées. Il y a Nuxt 3 qui est pas encore arrivé. On est encore sur. Voilà, la transition, elle est très très bien amorcée. Elle est plus en passe d'être finie que d'être commencée, hein. Mais on est encore sur des phases de voilà, on transitionne. Mais je pense que dès que la transition sera finie, il va y avoir des parts de marché. Et puis voilà, parce que il y a des arguments solides en tout cas. Hein. Et Nux, effectivement, c'est tout frais d'aujourd'hui. Là, Sébastien Chopin, donc l'un des co-créateurs de, de Nuxt, a annoncé qu'il y aurait pas mal de nouvelles sur Nuxt 3 en septembre, lors d'une conf spéciale sur ça. Voilà. Alors, on a une question. Quels sont les cas d'usage métiers que vous avez rencontrés, e-commerce, site web, vitrine, application métier? En fait, je pense qu'on peut l'utiliser un peu partout. Un peu partout. Ouais, il n'y a pas de contre-indication. Non, il n'y a En pas de vrai, contre-indication. Ouais. en fait, si tu veux faire un site web vitrine, moi c'est simple, hein, déjà pour ma compagne, en fait j'ai fait un portfolio en vue, voilà, ça se fait en 2 secondes. Et après, application métier, e-commerce, il suffit d'aller voir les projets en fait qui sont faits en vue, quoi. Vue, eux-mêmes en feront la promotion parce qu'évidemment ça fait vendre.
Et en fait, oui, non, vous avez pas à craindre de ça. Vous pouvez tout faire en vue. En fait, il y a aucune contre-indication. Vous n'avez pas de problème de scaling. Vous n'avez pas de problème de perf. Il y a pas de sujet en fait à faire une application professionnelle, métier ou du e-commerce. Ou vous pouvez même faire un Netflix-like si ça vous amuse. Enfin bon, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Je pousserais même avec ce qui est très en vogue là depuis ces derniers temps, la génération statique, surtout pour du SEO, générer des milliers de pages en HTML très très simple. On va pouvoir le faire donc déjà avec du Vue, avec des libs, mais Nuxt aussi le propose, hein, parce que Nuxt est aussi un peu à l'image de Next en React. Ils vont proposer une très très bonne génération statique et effectivement, voilà, ça s'y prête aussi très très bien. Voilà, sans parler du côté vraiment applicatif, réactif, pouvoir faire justement des générations statiques de sites web, ça marche très bien aussi avec du Vue. Yes, je propose qu'on prenne une dernière question s'il y en a une, c'est ça. et qu'après on s'arrête. Les passerelles entre Vue.js et le mobile. Alors, Est-ce qu'on parle d'applications hybrides? alors deux réponses. La première, ça va être tout ce qui est design en mobile first. Même 3 réponses du coup. Donc voilà, il y a une approche au niveau du design. Ensuite, une deuxième étape, ça pourrait être la PWA. Voilà, donc là, c'est Progressive Web App. En gros, c'est tu vas intégrer ton application et tu vas la faire tourner avec un mini navigateur. Et donc, du coup, ça sera ton téléphone, il va le gérer comme une application, mais en fait, c'est un mini Chrome qui tourne derrière avec ton application dedans. Et enfin, comme l'a mis Lucas, comme on peut gérer son rendu en vue, eh ben, on peut faire aussi du vue native. J'ai horreur de ce mot-là parce qu'on est très très loin du comportement natif, mais en gros, on peut faire une application qu'on a écrite en vue et ensuite la faire comme une application mobile et qui soit après sur un store, quoi. Et autrement, évidemment, il y a plein d'autres solutions à base de Ionic et des choses comme ça. Mais bon, ça après, c'est des surcouches qui peuvent embarquer un peu tout ce qu'on veut. Application hybride aussi. Voilà, c'est ça. On va s'arrêter là. Parce que derrière, Et merci beaucoup en tout cas à Lucas pour les petits liens là. C'est super. C'est sympa. Merci de nous avoir écoutés et suivis. Merci Lucas. Ouais, je me lance encore des liens. Merci. N'hésitez pas à remercier aussi Lucas parce que vraiment. Voilà, c'est notre régie. C'est notre modo du chat. Voilà. Bonne soirée à tout le monde. À tous et à toutes. Merci les gars, bonne soirée. Bonne soirée, puis bon appétit. Et on a oublié un petit truc avant que vous partiez. On a oublié un petit sondage. Partez pas tout de suite. Trop tard. C'est trop tard. Ouais. De toute façon, ils ont commencé à partir déjà petit à petit quand il y avait trop de questions. Yes. Bon, c'est pas grave. On mettra un sondage sur LinkedIn. Ouais, ça peut être sympa, ouais. Yes. Ouais. Merci les gars, c'est vraiment top. Avant les questions, mais c'est pas grave. Pardon, excuse-moi Natacha. Tu voulais dire Je quelque disais chose? merci les gars, c'était vraiment top. Bon super. Yes. Merci. Ouais, merci. C'est cool. Bonne soirée à vous, bon appétit et puis profitez bien de Vue. À la prochaine. Profitez bien de Vue, ouais. Salut. Carrément.